Et si je te disais qu'une partie des Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais et Haïtiens ont également des ancêtres venus d'un endroit bien précis en Afrique, le sud du Bénin, aussi appelé la Côte des Esclaves. Pendant des siècles, cette région a été l'un des plus grands centres de départ de la traite négrière. C'est là qu'étaient capturés, vendus puis déportés des milliers d'Africains que les Européens appelaient les Minas. Derrière ce mot se cache une multitude de peuples, de royaumes puissants et de cultures riches, principalement les Aja, Fon, Ewe et autres ethnies du golfe du Bénin. Ce qu'on oublie trop souvent, c'est que ces peuples ont marqué en profondeur notre culture antillaise, même si on ne le voit pas toujours à l'œil nu. Quand tu parles créole, quand tu observes certains rites ou certaines recettes anciennes, tu entends encore l'écho de ces ancêtres venus d'Afrique de l'Ouest. Mais qui étaient réellement les Minas? Pourquoi ce nom revient-il si souvent dans les registres d'esclaves? Et surtout, comment leur héritage a-t-il traversé les siècles jusqu'à nous? Aujourd'hui, on va réparer un oubli. On va remonter la piste des Minas, ces ancêtres qu'on ne nomme plus mais dont on porte toujours l'empreinte. Lorsque l'on parle des Minas, on parle en réalité d'un ensemble de peuples d'Afrique de l'Ouest qui vivaient dans la région du golfe de Guinée, plus précisément entre l'actuel sud-est du Ghana, le sud du Togo et le sud-ouest du Bénin. Cette région côtière, connue autrefois sous le nom de Côte des Esclaves, fut pendant près de 3 siècles un des points de départ majeurs de la traite transatlantique. À cette époque, les Européens, Portugais, Anglais, Français, Néerlandais utilisaient des termes génériques pour désigner les origines ethniques des captifs. Le terme Mina fut alors largement adopté pour désigner ceux provenant des ports d'Elmina, Ouida, Grand Popo et leurs environs. Bien que les personnes déportées fussent issues d'ethnies variées comme les Aja, Fon, Ewe, Anlo, Jen, Adjatado, Yoruba et d'autres encore. Le terme Mina vient probablement de Elmina, un port établi par les Portugais au XVe siècle au Ghana, qui signifie littéralement « la mine », en référence aux richesses commerciales. Mais dans les Antilles et en Amérique, ce mot a été utilisé sans distinction ethnique précise. Dans les registres des ventes d'esclaves, on retrouve fréquemment l'indication Mina comme origine nationale des captifs. Pourtant, cela recouvrait une réalité bien plus complexe. Les peuples appelés Mina parlaient des langues différentes. Des langues Kwa, comme le Ewe, des langues GBE, comme le Fon, et des variantes du Yoruba, avaient des structures sociales distinctes et des systèmes religieux très élaborés. L'un des royaumes les plus puissants de cette région était celui d'Abomey, capitale du royaume du Dahomey, aujourd'hui situé dans le centre-sud du Bénin. Le Dahomey était un acteur central de la traite négrière. Il capturait des populations voisines à travers la guerre ou des raids, puis vendait ses captifs aux négociants européens contre des armes, de l'alcool, des perles ou des tissus. Les prisonniers de guerre ou personnes asservies étaient souvent emmenés à Ouida, l'un des plus grands ports négriers d'Afrique. De là, ils embarquaient pour un voyage infernal de plusieurs semaines jusqu'aux colonies d'Amérique. Les Minas possédaient une culture très riche, profondément ancrée dans les traditions orales, religieuses et artistiques. Leur société était organisée en chefferies, lignages et castes, avec des rôles bien définis. La musique, la danse, la transmission des savoirs, les contes et les cultes aux ancêtres étaient des piliers fondamentaux de leur mode de vie. Leur spiritualité reposait souvent sur le culte de divinités naturelles et d'esprits protecteurs appelés les vaudous, un terme qui donnera naissance plus tard au mot vaudou tel qu'on le connaît en Haïti ou dans l'imaginaire occidental. Ces divinités étaient liées à des éléments de la nature, l'eau, la foudre, la terre, les arbres. Et chaque clan avait ses rites propres, ses tambours sacrés,
ses masques et ses danses cérémonielles. Ce que l'on doit comprendre ici, c'est que les Minas n'étaient pas de simples victimes d'un système esclavagiste. Ils étaient des êtres humains, porteurs de traditions millénaires, d'une intelligence sociale, artistique et religieuse raffinée. Quand ils furent arrachés à leur terre, ce ne sont pas seulement des corps qu'on a déportés, ce sont des cultures entières que l'on a tenté de faire taire. Mais cette culture, malgré les chaînes, a résisté. Dans la suite, on va voir comment ces peuples Minas ont été massivement envoyés dans les colonies antillaises, comme la Martinique, la Guadeloupe ou encore Saint-Domingue, et comment leur mémoire a été, volontairement ou non, réduite au silence. Entre le XVIIe et le XIXe siècle, l'Afrique de l'Ouest a été vidée de millions d'âmes à travers un processus cruel, organisé et industrialisé, la traite transatlantique. Parmi les zones les plus touchées, la côte du Bénin, aussi appelée côte des esclaves, a été l'un des épicentres de cette catastrophe humaine. Les peuples désignés sous le nom de Minas furent parmi les plus ciblés. Ce sont eux que l'on retrouve en masse dans les registres d'embarquement, les archives de plantation et les actes notariés des Antilles françaises. Ils furent vendus comme marchandises, arrachés à leur famille, à leur langue, à leur terre, pour être réduits en esclavage sur des îles lointaines dont ils n'avaient jamais entendu parler. Les captifs Minas étaient d'abord rassemblés dans de grands marchés d'esclaves à Ouida, Porto Novo, Grand Popo ou encore dans le fort portugais d'Elmina, aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces lieux étaient des carrefours de transactions humaines. Les Africains y étaient enfermés dans des cachots pendant plusieurs jours ou semaines, dans des conditions de détention insalubres, privés d'eau, de nourriture et de dignité. Ils attendaient là que les navires négriers européens, souvent français, anglais ou portugais, fassent escale. Une fois montés à bord, les Minas étaient enchaînés dans les cales, entassés comme du bétail. Le passage du milieu, ce voyage infernal vers les Amériques, durait généralement entre 5 et 8 semaines, parfois plus, et causait la mort de 10 à 30% des captifs à bord. Maladies, suicides, rébellions, châtiments, famine, chaque traversée était un enfer. Une fois arrivés dans les ports des Antilles françaises, principalement Saint-Pierre en Martinique, Basse-Terre ou Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, mais aussi Saint-Domingue, Haïti, ou la Guyane, les Minas étaient vendus aux enchères comme des objets. Ils étaient inspectés, touchés, parfois marqués au fer, puis dispersés dans les plantations de canne à sucre, de café ou de coton. C'est à ce moment-là qu'on leur arrachait leur nom, leur filiation, leur identité. Ils recevaient des noms d'esclaves, souvent français ou créoles, parfois simplement des numéros. La stratégie des maîtres esclavagistes était claire. Couper les liens culturels, effacer les mémoires africaines et reconstruire l'identité de l'individu dans un système où il n'était qu'un outil de production. Pourtant, malgré cet effacement méthodique, les Minas ont laissé des traces profondes. Dans les actes notariés et les inventaires de succession de maîtres martiniquais ou guadeloupéens, on lit souvent « Nation Minas » ou « Origine Minas » à côté du nom donné à l'esclave. Ce marquage administratif permet aujourd'hui aux historiens de mesurer l'ampleur de leur présence. Dans certaines habitations, on pouvait trouver des dizaines, voire des centaines de captifs Minas dans une même plantation. Certains provenaient de la même région, d'autres avaient été séparés depuis leur arrivée. Dans certains cas, leur nombre était tel qu'ils réussissaient à reconstituer partiellement leur langue ou leurs rituels en cachette. Il faut aussi comprendre que la colonie française favorisait certains groupes selon les besoins du moment. À certaines périodes, les esclaves Minas étaient recherchés pour leur endurance physique, leur capacité à s'adapter ou leur supposée docilité, vue raciste des colons, bien entendu. À d'autres moments,
ils étaient jugés trop organisés ou propices à la révolte, surtout lorsque des maîtres constataient qu'ils recréaient des réseaux de solidarité entre eux. Cela montre que, même en esclavage, les Minas tentaient de maintenir une forme de cohésion culturelle. Le lien entre la population antillaise actuelle et les Minas est donc direct. Si l'on fait un bond jusqu'au XIXe siècle, au moment de l'abolition de l'esclavage, 1448 pour les colonies françaises, on estime que des milliers de Martiniquais et de Guadeloupéens avaient un ou plusieurs ancêtres Minas dans leur lignée. Certains portaient des traits linguistiques, des prénoms, des croyances qui trahissaient encore cette origine. Mais très souvent, avec le temps, la mémoire s'est diluée, faute de transmission. En Martinique, par exemple, certains toponymes ou patronymes anciens pourraient avoir une racine africaine déformée. En Guadeloupe, on a retrouvé des champs de travail et des incantations proches du Ewe ou du Fon, langue parlée par les peuples Minas originels. Ces survivances montrent que, malgré la violence de la déportation et la tentative d'assimilation forcée, les captifs Minas ont résisté culturellement, parfois de façon invisible mais puissante. Dans la prochaine partie, nous allons plonger dans l'héritage vivant des Minas dans les cultures antillaises. Tu verras que leurs traces ne se limitent pas aux archives. Elles sont encore là aujourd'hui, dans les tambours, les mots, les croyances et même dans certaines luttes sociales. Aujourd'hui encore, sans le savoir, des millions d'Antillais portent en eux un héritage culturel issu des peuples Minas. Ce legs ne se voit pas toujours. Il n'est pas inscrit dans les livres scolaires, rarement évoqué dans les commémorations officielles. Et pourtant, il est là, discret mais puissant. Il s'exprime dans nos tambours, dans nos langues créoles, dans nos croyances spirituelles, dans certaines manières de marcher, de cuisiner, d'élever nos enfants, voire même dans nos silences. Cet héritage, c'est la preuve que les Minas, bien qu'arrachés à leur terre et privés de leur nom, ont su transmettre ce qu'on ne pouvait leur voler, leur âme. Prenons la musique, par exemple. En Martinique, le bélé n'est pas qu'une danse ou un rythme folklorique, c'est un espace de résistance, un langage du corps hérité directement des traditions africaines. Le tambour bélé répond au pas du danseur, dans une communication non verbale qui rappelle les danses rituelles des peuples Fon et Ewe. Les rythmes, les appels et les réponses dans le chant sont des formes d'improvisation très présentes dans les cérémonies vaudou du Bénin ou du Togo. En Guadeloupe, le Djévéoka joue un rôle similaire. Rythme syncopé, langage du tambour, cérémonie autour du feu, tout cela fait écho à des pratiques africaines précises, notamment des cultes ancestraux de la région des Minas. Ces musiques ont survécu à l'esclavage, à l'interdiction de se réunir, à la répression coloniale. Elles ont été transmises oralement, de génération en génération, souvent dans les marges, à la campagne, dans les veillées, dans les cours d'habitation. Elles constituent aujourd'hui un patrimoine culturel immatériel de l'humanité, inscrit à l'UNESCO. Mais les Minas ont aussi laissé leur empreinte dans la langue créole. Le créole antillais n'est pas un simple mélange de français déformé. C'est une langue de résistance, née du contact entre plusieurs langues africaines et européennes, dans un contexte de survie. Des linguistes ont identifié des mots d'origine GBE, Fon, Aja, ou Ewe dans le lexique créole. Par exemple, certains termes liés au corps, à la famille ou à la spiritualité ont des racines ouest-africaines. Il en va de même pour les structures grammaticales, comme le redoublement des mots ou certaines tournures de phrases qui reflètent des logiques syntaxiques africaines. Les Minas, par leur nombre et leur cohésion relative, ont contribué à stabiliser certains éléments linguistiques dans le creuset créole. Autre domaine marquant, la spiritualité populaire. On parle ici du quimbois en Guadeloupe, du sec ou bois-bois en Martinique, ou des formes plus syncrétiques
comme le catholicisme populaire teinté de croyances invisibles. Ces pratiques, souvent diabolisées ou moquées, sont en réalité les héritières des religions traditionnelles africaines, notamment du vaudon béninois. On y retrouve l'idée d'intercesseur entre les vivants et les morts, de divinité naturelle, d'offrandes, de rituels précis pour protéger, guérir ou punir. Certains codes ont été transformés pour s'adapter au christianisme imposé par les colons. Les divinités ont parfois été associées à des saints catholiques. Les rites ont été cachés dans des messes ou des veillées funèbres. Mais le fond est resté africain. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes consultent des gadésafés, font des bains de feuilles, allument des bougies, sans toujours savoir que ces gestes remontent aux ancêtres Mina. Il serait également injuste de ne pas évoquer l'héritage culinaire. Certains plats traditionnels antillais portent des signatures culturelles typiquement ouest-africaines. Le manioc, les ignames, le gombo, les sauces épaisses à base de piment, les cuissons à l'huile de palme, les beignets ou encore les marinades sont autant d'éléments que l'on retrouve aussi bien dans les villages fonds du Bénin que dans les campagnes martiniquaises ou guadeloupéennes. Même le concept de manger pour se protéger, c'est-à-dire préparer un plat selon un certain rituel pour se protéger d'un mauvais sort ou renforcer son esprit, est un prolongement de pratiques ancestrales Mina. Enfin, on ne peut pas parler d'héritage sans parler de résistance. Les peuples Mina ont été des acteurs majeurs des révoltes d'esclaves aux Antilles. Ils ont participé à des rébellions en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Domingue. Leur cohésion culturelle, leur organisation sociale préexistante, leur culture du secret et du sacré ont favorisé la naissance de marronnages organisés, de sociétés de nègres marrons, de rites de pacte et de serments. Ces formes de résistance n'étaient pas seulement politiques ou militaires. Elles étaient spirituelles, culturelles, existentielles. Résister, c'était parler encore sa langue, battre son tambour, enterrer ses morts selon ses rites, transmettre un chant à son enfant. Et ça, les Mina l'ont fait, en silence, en profondeur. Aujourd'hui, chaque Antillais, qu'il vive aux îles ou dans la diaspora, porte en lui cette histoire. Pas seulement celle de l'esclavage, mais celle d'un peuple debout dans l'adversité qui a su faire vivre son identité à travers les siècles. Connaître cette histoire, c'est se reconnecter à une source de fierté. Ce n'est pas du passé, c'est du présent. Les Mina ne sont pas que des noms oubliés dans des registres. Ce sont nos ancêtres, nos grands-mères, nos grands-pères, nos racines. Leurs voix ont traversé l'Atlantique. Leur culture a survécu à la plantation, au coup, à l'effacement. Et aujourd'hui, elle vit encore à travers nous. Comprendre d'où nous venons, c'est résister à l'oubli. C'est réaffirmer notre droit à exister avec dignité, force et conscience. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, si elle a réveillé une émotion ou une fierté en toi, abonne-toi à la chaîne Histoire et Motivation. Ici, on explore nos véritables origines. On rend hommage à ceux qui ont bâti notre histoire et surtout, on se reconnecte à nous-mêmes. Parce que pour aller loin, il faut savoir d'où l'on vient.